Je suis Lilian Yates, j'ai 32 ans. Et dans le monde de ma famille, je ne suis qu'une stagiaire inutile, travaillant dans un sous-sol sans fenêtre. Mais ils ignorent que ce sous-sol est l'endroit où je contrôle des armes, d'une valeur de plusieurs milliards d'euros. Le pire moment de ma vie n'a pas eu lieu sur le champ de bataille, mais au très chic club des officiers de Virginie. Mon oncle Robert, l'homme qui m'a toujours considéré comme le raté de la famille, se tenait là en riant, me présentant à mon futur subordonné comme si j'étais une serveuse. Il a souri d'un air suffisant, m'a tapoté l'épaule, et a dit « Sauvez cette fille, Davis. Elle a besoin d'un vrai travail. » Il pensait me rendre service. Il n'avait aucune idée que, 30 secondes plus tard, l'homme qu'il essayait d'impressionner se mettrait au garde à vous, aurait des sueurs froides, et me saluerait avec un titre dont mon oncle ne pourrait jamais rêver. Avez-vous déjà été piétiné par votre propre chair et votre propre sang, devant un public? Commentez, justice. Si vous êtes prêt à voir les arrogants en payer le prix, n'oubliez pas de vous abonner, car cette histoire s'adresse à tous ceux qui ont déjà été sous-estimés. Pour comprendre pourquoi ce moment au club a eu l'effet d'une bouffée d'oxygène entrant dans un poumon mourant, il faut remonter 3 semaines en arrière, lors d'un dîner dominical qui ressemblait davantage à un tribunal. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents, en Virginie du Nord, ressemble toujours à une agression physique. Cela commence dès l'instant où je m'insère sur l'autoroute I-95. La circulation au sud de Washington DC est une forme de purgatoire bien à elle, avec ses feux de freinage qui s'étirent, comme une rivière de magma rouge. Mais ce n'était pas ça qui me nouait l'estomac. C'était l'anticipation. J'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur. Je portais un simple chemisier bleu marine, et un pantalon habillé. Propre, professionnel. Les civils appelleraient cela une tenue de ville décontractée. Ma mère, elle, trouve cela regrettable. Je savais exactement ce qu'elle dirait, dès l'instant où je franchirais la porte. Elle demanderait pourquoi je ne pouvais pas porter quelque chose de plus vif, de plus doux, quelque chose qui ne me donne pas l'air si rigide. Au moment où je me suis garé dans l'allée, dépassant la pelouse impeccablement tondue qui obsède mon père, mes mains transpiraient déjà sur le volant. J'ai pris une grande inspiration, humant l'air recyclé de ma berline, essayant d'enfermer, Phoenix 1, le capitaine qui coordonne les frappes de drone, pour enfiler le masque de Lily, la fille décevante. J'ai ouvert la porte d'entrée, et l'odeur m'a frappé instantanément. Roast beef. C'est l'odeur par excellence du dimanche américain, n'est-ce pas? Du bœuf rôti lentement, une sauce épaisse, et le parfum tannique et prononcé d'un vin rouge onéreux, respirant dans des carafes en cristal. Pour la plupart des gens, cette odeur signifie la maison. Pour moi, elle a l'odeur du jugement. Lily, tu es là, a crié ma mère depuis la cuisine, la voix tendue. Nous étions sur le point de passer à table. Robert tient déjà son auditoire en haleine. Bien sûr qu'il le faisait. L'oncle Robert était assis en bout de table, même si c'était la maison de mon père. Il avait 62 ans, c'était un colonel à la retraite qui n'avait jamais vu de véritable combat, mais qui parlait comme s'il avait gagné la guerre froide à lui tout seul. Il portait un polo qui coûtait plus cher que la mensualité de ma voiture. Et il faisait tourner un verre de scotch de 12 ans d'âge, les glaçons tintant contre le verre comme un métronome, décomptant les secondes jusqu'à ce qu'il perde patience. La voilà, a tonné Robert, le visage déjà rougi par l'alcool. La fille active a enfin réussi à s'arracher à ses piles de papier. « Bonjour, oncle Robert », ai-je dit, en prenant place. J'ai attrapé la serviette en lin, la dépliant sur mes genoux, me concentrant sur la texture du tissu, juste pour empêcher mes mains de trembler. Nous parlions justement du nouveau contrat, a poursuivi Robert, sans attendre de réponse. Il a regardé autour de la table, s'assurant de capter le regard de tout le monde. Mon père, John, était occupé à couper sa viande, évitant tout contact visuel. Il se faisait toujours tout petit, quand Robert était dans la pièce. Desert Hammer, a annoncé Robert, laissant les mots rouler sur sa langue, comme s'il savourait le steak. Une grosse mission de consulting. Je dirige le comité consultatif. Le Pentagone réalise enfin qu'ils ont besoin de vieux loups à la barre, pas de ces geeks de l'informatique qu'ils embauchent directement à la sortie de l'université. Ma fourchette s'est arrêtée, à mi-chemin de ma bouche. Desert Hammer. Je connaissais Desert Hammer. Je le savais, car j'avais passé les 48 dernières heures à réécrire les protocoles d'engagement pour cette opération. Je le savais, car les geeks de l'informatique dont ils se moquaient étaient, en réalité, des officiers du renseignement,
travaillant des gardes de 18 heures pour s'assurer que des hommes comme Robert ne fassent pas tuer des soldats, avec des stratégies dépassées. Ça a l'air important, ai-je dit doucement, essayant de ne pas paraître agressive. Robert a ri. C'était un son gras et méprisant. C'est important, Lily. C'est de la stratégie, du haut niveau. Non pas que tu y connaisses grand-chose. Comment ça se passe là? Comment appelez-vous ça? Saisie de données? Tu classes toujours des rapports dans ce sous-sol? L'air de la pièce a semblé s'évaporer. Ce n'est pas de la saisie de données, oncle Robert, ai-je répondu. J'ai essayé de garder une voix neutre, mais ma frustration transparaissait. Je suis dans le renseignement. En fait, nous travaillons sur les modules de soutien pour des opérations comme... Oh, arrête, l'a coupé mon père. Il n'a pas levé les yeux. Il a juste piqué une pomme de terre avec sa fourchette. N'ennuie pas ton oncle, Lily. Nous savons que tu travailles dans un bureau. Inutile d'en faire toute une histoire. Je suis officier, papa, ai-je dit, un peu plus fort cette fois. Je suis capitaine d'active. Tu fais partie du personnel de soutien, chérie, est intervenue ma mère, en versant plus de vin dans le verre de Robert. Elle m'a offert un sourire apitoyé. Et il n'y a pas de honte à cela. Au moins, tu as de bons avantages sociaux. Les soins dentaires sont si chers, de nos jours. Tu sais, ta cousine Sarah vient d'être nommée directrice d'agence chez Wells Fargo. Ça, c'est une vraie carrière. Elle a son propre bureau, avec vue sur le parc. Une directrice d'agence. Je commande des moyens qui peuvent raser un pâté de maison depuis 6000 km de distance. Et ma mère est impressionnée, parce que ma cousine a une fenêtre qui donne sur un parking. Je les ai regardés. J'ai regardé mon père, qui se recroquevillait sur sa chaise. J'ai regardé ma mère, désespérée de maintenir la paix. Et j'ai regardé Robert, qui souriait comme un requin venant de sentir l'odeur du sang. Ne t'en fais pas, Martha, a dit Robert, agitant la main avec magnanimité. Tout le monde n'est pas fait pour la cour des grands. L'armée change. Ils ont besoin de gens pour préparer le café, et classer la paperasse. Il s'est penché en avant, son haleine chargée de scotch flottant au-dessus de la table. Je te dis quoi, Lily? Puisque je suis consultant sur Desert Hammer, je verrai le colonel Davis la semaine prochaine. Il dirige les opérations au sol. Je glisserai un mot en ta faveur. Je tirerai quelques ficelles. Il a fait une pause, ménageant son effet, attendant ma gratitude. Je pourrais peut-être le convaincre de te sortir de ce sous-sol. Te trouver un poste de réceptionniste, dans son bureau extérieur. Ça te plairait, n'est-ce pas? Tu rencontrerais de jeunes officiers sympathiques. Ma main s'est crispée autour de la lourde fourchette en argent. Je l'ai serrée si fort que mes jointures sont devenues blanches, le métal s'enfonçant dans ma peau. J'avais envie de crier. Je voulais lui dire que le colonel Davis me rendait des comptes, sur le canal du renseignement. Je voulais renverser la table, et briser l'illusion de cette famille parfaite et accomplie. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai baissé les yeux vers la fourchette en argent, qui brillait sous le lustre. Elle était lourde, froide, et polie. Tout comme le mensonge dans lequel nous vivions tous. Merci, oncle Robert, ai-je murmuré, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. C'est une gentille fille, a-t-il dit, avant de retourner à son steak. Il n'en avait aucune idée. Il n'avait absolument aucune idée de ce qui l'attendait. Le silence autour de la table du dîner s'est prolongé, lourd et étouffant. Ma main agrippait toujours cette froide fourchette en argent, mes jointures blanches contre le métal poli. Cette sensation, le froid mordant du métal dur contre ma peau, ne m'a pas ancré dans la salle à manger de mes parents. Au lieu de cela, elle m'a tiré en arrière. Elle m'a arraché à l'odeur du roast-beef et du scotch, me transportant 8 ans dans le passé, et à plus de 3000 km à l'ouest, dans un stade de Colorado Springs, où l'air était rare et le ciel d'un bleu perçant et infini. C'était le jour de la remise des diplômes, à l'Académie de l'armée de l'air des États-Unis. Si vous n'êtes pas militaire, vous ne comprenez peut-être pas ce que représente cette journée. Ce n'est pas juste une cérémonie en toge et en toque. C'est l'aboutissement de 4 années d'enfer. 4 années à se briser, pour se reconstruire en quelque chose de plus dur, de plus tranchant. C'est le traditionnel lancer de casquette. C'est le rugissement des Thunderbirds hurlant au-dessus de vos têtes, faisant trembler le béton sous vos pieds.
Je me souviens m'être tenu sur le terrain du Falcon Stadium, entouré par un océan de cadets en uniforme de cérémonie. L'énergie était électrique. Partout où je regardais, je voyais des familles perdre la tête de fierté. Je voyais des pères pleurer ouvertement, des mères brandir des pancartes faites maison disant « Nous t'aimons, lieutenant ». Je voyais des cadets se faire engloutir dans de chaleureuses étreintes, leur nouvelle barre dorée brillant au soleil. Et puis, il y avait ma famille. Mes parents avaient pris l'avion la veille au soir. Ils étaient assis dans la section VIP, bien sûr, parce que mon père avait fait un don au fond des anciens élèves. Je me souviens avoir scruté la foule, désespéré de croiser leurs regards, pour partager cette fraction de seconde de « je l'ai fait ». Quand je les ai enfin trouvés, mon père regardait sa montre. Ma mère ajustait son chapeau, ayant l'air incommodée par la chaleur. Après la cérémonie, alors que mes amis se dirigeaient vers des barbecues animés dans des jardins, avec des fûts de bière et de la musique, mes parents m'ont emmené dans un restaurant de grillade tranquille, avec des nappes blanches, au centre-ville. Il n'y avait pas de ballon, pas de toast. Nous ne pourrons pas rester longtemps, Lilian, a dit mon père, en coupant son filet mignon. J'ai un petit déjeuner de travail avec un promoteur à Denver, demain matin. Nous devons prendre la route à 8 heures. Mais, papa, ai-je dit, ma voix paraissant petite, même à mes propres oreilles. Je croyais que vous resteriez pour les fêtes de remise de commission. Toute l'escadrille y va. Nous t'avons bien vu, n'est-ce pas, a rétorqué ma mère, en se tamponnant la bouche avec une serviette. Tu avais l'air très discipliné, là-bas. Mais franchement, toutes ces marches m'ont donné la migraine. Et puis, nous avons pris une photo. Elle est déjà sur Facebook. C'était ça. Une opportunité pour une photo. J'étais un trophée à exposer sur les réseaux sociaux, pour prouver qu'ils étaient des parents qui avaient réussi. Mais en réalité, je mangeais un steak à 70 € en silence, me sentant plus seul que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. Mais le vrai coup, celui qui a laissé la cicatrice que je porte encore, n'est pas venu de mes parents. Il est venu de l'oncle Robert. Il n'avait pas pris la peine de prendre l'avion. Trop occupé à faire du consulting, avait-il dit. Au lieu de cela, une semaine plus tard, un colis est arrivé à ma première affectation. Je me souviens de l'excitation que j'ai ressentie, en tenant cette lourde enveloppe. Je me suis dit, enfin. Il est colonel à la retraite. Il comprend. Il sait ce qu'il faut pour mériter ses barres de grade. Je l'ai déchiré. À l'intérieur, ce n'était pas une plaque commémorative. Ce n'était pas une épée. Ce n'était même pas une lettre de conseil manuscrite, d'un officier à un autre. C'était une carte de vœux générique de chez Hallmark. Sur le devant, il y avait un dessin d'un ours en peluche tenant une mallette. Je l'ai ouverte. De son écriture grande et saccadée, Robert avait griffonné 3 mots. Bonne chance, la stagiaire. Et en dessous, il y avait une carte cadeau Starbucks de 50 €, fixée avec du ruban adhésif. Je l'ai fixée jusqu'à ce que ma vue se brouille. Stagiaire. J'étais sous-lieutenant commissionné de l'armée de l'air des États-Unis. J'avais survécu à un entraînement de survie, à des exigences académiques, et à un conditionnement physique qui briserait la plupart des hommes 2 fois plus jeunes que moi. J'avais prêté serment de défendre la Constitution. Pour lui, je n'étais qu'une fille jouant à se déguiser. J'étais quelqu'un qui irait chercher le café, jusqu'à ce que je trouve un mari et que je démissionne. Cette carte est restée sur mon bureau pendant des mois. Je la regardais tous les jours. Elle est devenue le rappel de chaque conversation que j'avais eue avec lui. Je me suis souvenu d'un repas de Thanksgiving, quand j'avais 16 ans, où je lui avais dit que je voulais être pilote. Il avait ri, le visage rougi par le vin, exactement comme ce soir. Lily, ma grande, avait-il dit, en s'adossant à sa chaise. La guerre est une sale affaire. C'est fait pour les hommes qui peuvent défoncer des portes, et dormir dans la boue. Les femmes dans l'armée, eh bien, elles sont formidables pour le moral de la troupe. Ou pour faire de la dactylographie. Tu ferais une excellente infirmière. Ou peut-être secrétaire d'un général, pour garder les choses bien organisées. Il me comparait constamment à un fantôme, mon frère aîné, mort dans un accident de voiture quand j'avais 10 ans. Dans l'histoire révisionniste de Robert, mon frère serait devenu un Navy SEAL, un ranger, un héros. Je n'étais que le lot de consolation. Le plan B qui n'avait pas tout à fait fonctionné. J'ai réalisé à ce moment-là, debout dans mon appartement vide, tenant cette carte insultante,
que je ne gagnerais jamais. Je pouvais devenir général, et pour Robert, je ne serais toujours qu'une recrue issue de la diversité. Je pouvais sauver le monde, et mes parents ne s'en soucieraient que si cela perturbait leur réservation de dîner. J'ai senti un froid s'installer dans ma poitrine. Ce n'était plus de la tristesse. C'était quelque chose de plus dur, comme de l'acier trempé dans le feu. S'il voulait me voir comme une personne invisible, très bien. Je disparaîtrais. Je n'essaierais pas d'être le soldat, défonceur de porte, que Robert vénérait. Je ne serais pas le héros bruyant qui se frappe la poitrine. J'irais là où il ne pourrait pas me suivre. J'ai choisi le renseignement. J'ai choisi le CIF. J'ai choisi les pièces sombres, et les flux satellites. J'ai choisi un monde où je n'avais pas besoin d'être physiquement imposante pour neutraliser une cible. J'avais juste besoin d'être plus intelligente, plus rapide, et plus froide que tout le monde. J'ai décidé que, pendant que des hommes comme Robert passaient leur temps à raconter leurs heures de gloire au club des officiers, je serais dans l'ombre, déplaçant des pièces sur un échiquier dont ils ignoraient jusqu'à l'existence. Ma prise sur la fourchette en argent s'est relâchée, le sang revenant dans mes jointures blanches. Le flashback s'est estompé, me ramenant à la table du dîner, sentant l'odeur du roast beef et du scotch de Robert. J'ai levé les yeux vers lui. Il souriait toujours, attendant que je le remercie à nouveau, pour son offre de me dégoter un poste de réceptionniste. Il pensait que j'étais le mouton noir. La paria. Le maillon faible. Ils ignoraient que les moutons noirs sont ceux qui apprennent à survivre dans l'obscurité. Et que dans l'obscurité, on apprend à voir des choses que les autres manquent. Avez-vous déjà vécu un moment où votre plus grande réussite a été traitée comme une blague, par les personnes censées vous soutenir? Vous êtes-vous déjà senti comme le mouton noir, simplement parce que vous ne rentriez pas dans leur moule? Si vous êtes avec moi, si vous êtes prêt à voir l'opprimé mordre en retour, cliquez sur ce bouton j'aime, et commentez, je suis digne, ci-dessous. Faisons-leur savoir que nous ne sommes pas invisibles. Robert a pris une autre gorgée de son verre, inconscient de ce qui se passait. Donc, a-t-il dit en faisant claquer ses lèvres. Davis est à cheval sur le protocole. Ne me fais pas honte, Lily. J'ai forcé un sourire. Il était mince et tranchant. Je n'y songerais même pas, oncle Robert. Parce que je n'allais pas lui faire honte. J'allais le détruire. Et j'allais le faire depuis l'endroit qu'il craignait le plus. L'ombre que j'appelais désormais ma maison. Le souvenir de la fourchette en argent s'enfonçant dans ma paume s'est estompé, remplacé par le plastique mat et froid d'un badge de sécurité biométrique. Mon oncle Robert appelle mon lieu de travail, le sous-sol. Ma mère l'appelle, le bureau. Tous deux s'imaginent une salle de stockage humide et poussiéreuse, remplie de classeurs et d'une ampoule fluorescente vacillante. Ils m'imaginent là-bas, penchés sur des piles de papier, agrafant des rapports pour des hommes qui font le vrai travail. La réalité les terrifierait. Je me tenais devant la porte en acier renforcé du CIF, l'installation pour les informations sensibles et compartimentées. Pour le monde civil, c'est un trou noir. Pas de téléphone portable, pas de montre connectée, aucun signal extérieur. Une fois que cette lourde porte se scelle derrière vous avec un sifflement de pressurisation, vous avez disparu. Vous n'existez plus. J'ai pressé mon pouce contre le scanner. Une lumière verte a clignoté, suivie par le lourd bruit mécanique des serrures magnétiques se désengageant. Je suis entré à l'intérieur, et l'atmosphère a changé instantanément. L'air ici était toujours exactement à 18 degrés Celsius, suffisamment glacial pour empêcher les rangées de serveurs de surchauffer, et assez froid pour garder les opérateurs éveillés pendant des gardes de 18 heures. L'odeur n'était pas celle du roast beef ni de l'eau de Cologne chère. C'était l'odeur de l'ozone, du café rassis, et le parfum métallique et prononcé de l'électronique à haute tension. C'était mon royaume. J'ai marché devant les rangées d'analystes, leurs visages illuminés par la lueur bleue des configurations à 4 écrans. La pièce bourdonnait, une vibration basse et constante des ventilateurs de refroidissement, qui ressemblait à une ruche d'abeilles en colère. Capitaine sur le pont, a murmuré un sergent-chef en passant devant son poste. Il n'a pas salué. Nous ne faisons pas ça dans le CIF pendant les opérations. Mais il s'est redressé sur sa chaise, alignant sa colonne vertébrale. Repos, sergent, ai-je dit, ma voix descendant d'une octave. Dans cette pièce, je n'étais pas Lily, la nièce qui avait besoin d'un travail de réceptionniste. J'étais Phénixin. Je me suis glissé dans mon fauteuil de commandement, au centre du nid, une plateforme surélevée,
entouré d'écrans affichant des flux en direct, provenant de moyens survolant le Moyen-Orient à 12 000 mètres d'altitude. Rapport de situation, ai-je ordonné, en enfilant mon casque. Nous avons un visuel sur l'ensemble des cibles de Desert Hammer, a répondu instantanément l'officier des communications. Les flux des Predators sont en direct. Le renseignement d'origine électromagnétique détecte une augmentation des communications dans le secteur 4. L'équipe au sol est à 5 minutes. J'ai regardé l'écran principal. Ce n'était pas un jeu vidéo. C'était un flux thermique haute résolution, montrant un complexe poussiéreux à l'autre bout du monde. Des silhouettes blanches se déplaçaient sur un fond gris. Des personnes. Des personnes vivantes, qui respiraient, et dont la vie dépendait des décisions que j'allais prendre dans les 10 prochaines minutes. C'était le travail dont Robert se moquait. C'était cela, ma saisie de données. Phoenix 1. Ici Hammer Lead. Une voix a crépité dans mon oreille. C'était un colonel, plein, sur le terrain, un homme avec 20 ans d'expérience dans l'infanterie. Nous observons du mouvement sur la crête. Demande de permission d'engager. J'ai balayé les moniteurs du regard. Mes yeux sont passés du flux thermique à la superposition des signaux de renseignement. J'ai vu quelque chose que le colonel ne pouvait pas voir. Négatif, Hammer Lead, ai-je dit, ma voix calme, plate, et absolue. Suspendez le tir. Je répète. Suspendez le tir. Phoenix, j'ai des hostiles à découvert, a aboyé le colonel, le stress évident dans sa voix. Je prends la décision d'engager. Colonel, les jeux coupés. Je n'ai pas crié. Je n'en avais pas besoin. Vérifiez votre calque de données. Regardez les signatures thermiques sur la crête secondaire. Ce ne sont pas des guetteurs. Ce sont des non-combattants, qui gardent du bétail. Si vous engagez la cible principale maintenant, les tirs croisés vont les anéantir. Vous aurez un événement avec des pertes massives sur les bras, et CNN diffusera les images au petit déjeuner. M'avez-vous bien reçu? Il y a eu un silence sur la ligne, une lourde pause remplie de grésillements. Dans la salle à manger de mes parents, je ne pouvais même pas finir une phrase sur ma journée de travail, sans être interrompu. Mais ici, un colonel commandant un bataillon faisait une pause, parce que je le lui avais dit. Bien reçu, Phoenix. La voix du colonel est revenue, dépouillée de son arrogance. Nous nous retirons. Reconfiguration de l'approche. Bien reçu, Hammer Lead. Nous allons vous guider à travers la vallée. Phoenix, terminé. J'ai expiré, l'adrénaline pulsant dans mes veines comme une dose d'espresso. Je me suis adossé à mon fauteuil, le cuir grinçant doucement. Mes mains ne tremblaient plus maintenant. Elles étaient stables. J'ai regardé la petite carte plastifiée que j'avais collée dans le coin inférieur de mon écran central. Ce n'était pas la photo d'un chat, ni une photo de famille. C'était une citation de Theodore Roosevelt, l'homme dans l'arène. Ce n'est pas le critique qui compte, ce n'est pas l'homme qui pointe du doigt comment l'homme fort trébuche. Le mérite appartient à l'homme qui est réellement dans l'arène, dont le visage est couvert de poussière, de sueur et de sang. J'ai touché le bord de la carte. Robert adorait citer ce discours. Il adorait parler de la poussière et de la sueur, mais il ne comprenait pas que l'arène avait changé. L'arène n'était plus seulement constituée de boue et de tranchées. L'arène, c'était cette pièce. C'était l'endurance mentale nécessaire pour prendre des décisions de vie ou de mort, tout en regardant des pixels. Savoir qu'une seule erreur signifiait qu'un cercueil recouvert du drapeau rentrerait à la base aérienne de Dover. Robert et ses amis au club des officiers pensaient que le courage faisait du bruit. Ils pensaient que c'était boire du scotch et raconter des histoires de guerre. Ils ignoraient le poids silencieux et écrasant qui consiste à tenir la vie d'un homme entre ses mains, à plus de 6000 km de distance. Changement de quart dans 10 minutes, mon capitaine, a murmuré le sergent. Bien reçu. J'ai entamé le protocole de fermeture, enregistrant le rapport d'incident. Alors que les écrans vacillaient et que les flux étaient transférés à l'équipe de nuit, j'ai ouvert un dernier document. C'était l'organigramme principal de l'opération Desert Hammer, le contrat de consulting dont Robert était si fier. J'ai zoomé. Là, tout en haut de la pyramide opérationnelle, sous le nœud de supervision du renseignement, se trouvait une case intitulée « Capt. Elliott, contrôleur de mission ». Depuis ma case, des lignes d'autorité descendaient en cascade, touchant chaque unité, chaque moyen, chaque décision.
J'ai fait défiler l'écran vers le bas, encore et encore, tout au fond, dans une case avec des pointillés rattachés à l'annexe consultative civile. Une case qui n'avait aucune autorité de commandement, aucune accréditation opérationnelle, et essentiellement aucune utilité. C'est là que se trouvait le nom, Colrette, Robert Rett. Il était la garniture, une simple décoration. J'étais le chef cuisinier. Il allait entrer dans ce club des officiers en pensant qu'il était le maître des lieux. En pensant qu'il pourrait tirer des ficelles pour moi. Il ne réalisait pas que les ficelles qu'il pensait tirer, étaient en réalité attachées à mes doigts. J'ai fermé le fichier, l'écran devenant noir. Dans le reflet du moniteur, j'ai vu mon propre visage. Pâle par manque de soleil, les yeux fatigués, sans maquillage. Ma mère dirait que j'avais mauvaise mine. Mais je ne voyais pas une stagiaire de sous-sol. Je voyais un prédateur, tapi dans l'ombre. Il se moque de moi parce que je suis différente. Parce que je ne rentre pas dans leur moule du soldat. Mais dans l'obscurité, c'est moi qui me moque d'eux, parce qu'ils sont tous pareils. Je me suis levé, j'ai pris le dossier de Desert Hammer, et j'ai marché vers la lourde porte en acier. Il était temps de sortir du royaume, et de retourner à la mascarade. Il était temps d'aller voir le général Thorne, et il était temps de tendre le piège. J'ai quitté l'atmosphère stérile et pressurisée du CIF, et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 5e étage. Le couloir menant au bureau du général Thorne semblait différent du reste du bâtiment. Les sols en linoléum étaient remplacés par une moquette industrielle, qui étouffait le bruit des pas. L'air sentait moins l'ozone, et davantage le vieux papier, le vernis à meubles au citron, et l'arôme léger et réconfortant du café en train de couler. J'ai frappé à la lourde porte en chêne, l'une des rares véritables portes en bois, dans un bâtiment fait d'acier et de béton. Entrez, a grondé une voix grave, depuis l'intérieur. J'ai poussé la porte. Le major général Marcus Thorne était assis derrière un bureau, qui semblait avoir survécu à 3 guerres. À 65 ans, Thorne était une montagne humaine. C'était un homme afro-américain, avec des cheveux gris coupés très courts, et un visage marqué par ce genre de rides profondes, qui viennent après 40 ans à prendre des décisions difficiles. Il n'a pas levé les yeux immédiatement. Il signait une pile de formulaires de réquisition avec un stylo plume, ses mouvements étant précis et délibérés. « Capitaine Yates », a-t-il dit, rebouchant le stylo avec un clic sec. Il a levé les yeux, et son regard, habituellement dur comme du silex, s'est adouci sur les bords. Ou devrais-je dire, la femme qui vient de sauver mon équipe au sol, d'un cauchemar de relations publiques. Je me suis mis au garde à vous, serrant le dossier de Desert Hammer contre ma poitrine. Je ne fais que mon travail, mon général. Repos, Lily, a-t-il dit, en agitant la main vers le fauteuil en cuir, face à son bureau. Asseyez-vous. Vous avez l'air de ne pas avoir dormi depuis mardi. Je me suis assise, le cuir soupirant sous mon poids. C'était un son familier. J'avais passé plus d'heures dans ce fauteuil à débriefer des opérations, que je n'en avais passé à ma propre table de cuisine. Thorne s'est levé, et s'est dirigé vers la petite table dans le coin, où trônait une machine à café commerciale cabossée. Ce n'était pas une machine à espresso. Ce n'était pas chic. Elle infusait une boue qui avait le goût de noix brûlées et de carburant d'avion. Il a versé une tasse dans un gobelet en polystyrène, a ajouté 2 sachets de sucre, et l'a posé devant moi. Buvez, a-t-il ordonné. Ce n'était pas une suggestion. J'ai pris le gobelet. La chaleur s'est infiltrée à travers la mousse blanche, réchauffant mes doigts froids. J'ai pris une gorgée. C'était terrible. Et c'était la meilleure chose que j'avais goûtée de toute la semaine. Chez mes parents, le vin était versé dans des carafes en cristal, qui valaient plus cher que ma première voiture. Mais il était servi avec des conditions. Il était servi avec du jugement. Ici, cette tasse de café de distributeur à 50 centimes, m'était servie avec quelque chose que mon père ne m'avait jamais accordé. Du respect. J'ai écouté les enregistrements audio de l'interception, a dit Thorne, en s'adossant au bord de son bureau, les bras croisés. Vous avez pris une décision difficile en retenant cette frappe. La plupart des officiers auraient laissé le colonel faire feu. Le colonel regardait la cible, ai-je dit, en traçant le bord du gobelet. Je regardais la situation dans son ensemble. Les civils morts n'aident pas la mission, monsieur. Thorne a hoché la tête lentement. C'est pour ça que vous êtes mon scalpel, Lily. D'autres personnes utilisent des masses. Vous coupez net. Mon scalpel ?
Il ne m'avait pas appelé ma chérie. Il ne m'avait pas appelé la stagiaire. Il m'avait appelé un instrument chirurgical. Dangereux, précis, essentiel. Merci, monsieur, ai-je dit, sentant une boule monter dans ma gorge. Je l'ai ravalé avec une autre gorgée de café. Maintenant, a repris Thorne, son ton passant du paternel au commandement. Allez manger de la vraie nourriture, avant de vous évanouir dans mon bureau. Mike et Sarah sont dans la salle de repos. Je crois qu'ils ont commandé assez de graisse pour arrêter un char d'assaut. J'ai souri. Oui, monsieur. Je suis descendu dans le couloir, vers la salle de repos de l'équipe. Avant même d'ouvrir la porte, j'ai entendu des rires. Mike, un analyste des transmissions originaire du New Jersey, avec une bouche qui parlait plus vite que son cerveau ne pensait, était assis sur une table, agitant une frite comme une baguette de chef d'orchestre. Sarah, mon commandant en second, riait si fort qu'elle en avait les larmes aux yeux. Yo, le phénix a atterri, a crié Mike, quand je suis entré. Il m'a lancé un sac en papier. Attrape. On t'a pris le sandwich au poulet épicé, extra cornichon, juste comme tu l'aimes. J'ai attrapé le sac, dont la graisse tachait le fond. Vous avez commencé sans moi. On mourait de faim, chef, a dit Sarah, en essuyant ses yeux. Mike était sur le point de manger les serviettes en papier. Assieds-toi, mange. Je me suis assise entre eux, déballant le papier d'aluminium. L'odeur du poulet frit et des épices cajun a rempli la petite pièce. Nous avons mangé, et nous avons discuté. Nous n'avons pas parlé de la mission. Nous n'avons pas parlé des décisions de vie ou de mort, que nous venions de prendre. Nous avons parlé du rendez-vous galant désastreux de Mike, la nuit précédente. Nous avons débattu pour savoir si Piège de cristal était un film de Noël. Nous nous sommes plaints de la circulation ADC. À cet instant, entouré d'emballages froissés et de gobelets en plastique, je les ai regardés. Mike, qui resterait tard juste pour revérifier mon code. Sarah, qui m'avait conduite aux urgences à 3 heures du matin quand j'ai fait une crise d'appendicite, parce que mes parents ne répondaient pas au téléphone. C'était ça. C'était ma famille de cœur. Ils ne partageaient pas mon ADN. Ils se fichaient de mon pédigré, ou du grade de mon oncle. Ils ne me jugeaient que sur un seul critère, étais-je doué dans mon travail? Étais-je une bonne personne? Et apparemment, pour eux, je l'étais. Et, a dit Mike, en me donnant un coup de coude. Ça va, Lil? Tu es devenue silencieuse. Je vais bien, ai-je répondu, en prenant une bouchée du sandwich. Juste fatigué. Eh bien, réveille-toi, a dit Sarah, en vérifiant sa montre. Thorne a besoin que ce dossier soit signé, avant le briefing web de 14 heures. C'est vrai. Je me suis essuyé les mains, j'ai attrapé le dossier de Desert Hammer, et je suis retourné au bureau du général. Thorne était de retour derrière son bureau. Il a pris le dossier de mes mains, et l'a ouvert. Il a sorti son stylo, scrutant la liste du personnel. Équipe standard, a-t-il marmonné. Logistique, vérifié. Soutien aérien, vérifié. Chef du renseignement, Yates. Bien. Puis, son stylo s'est arrêté. Il a froncé les sourcils. Ses épais sourcils se sont rejoints, alors qu'il fixait le bas de la page. Robert Rhett. Thorne a lu le nom à voix haute. La chaleur a disparu de sa voix, remplacée par de l'acier froid. Il a levé les yeux vers moi, par-dessus ses lunettes de lecture. Votre oncle? Oui, monsieur, ai-je répondu, ma posture se raidissant. Il est le consultant civil pour le sous-traitant. C'est administratif. Thorne a refermé le dossier lentement. Il ne l'a pas signé immédiatement. Il m'a regardé et, l'espace d'une seconde, j'ai vu une véritable inquiétude dans ses yeux. Pas l'inquiétude d'un général pour un capitaine. Mais l'inquiétude d'un père voyant son enfant marcher vers une falaise. Je connais Robert, a dit doucement Thorne. Nous avons servi ensemble dans les années 90. C'est un politicien en uniforme, Lily. Il aime ce qui brille, mais il déteste le travail. Il a débouché son stylo à nouveau, le faisant planer au-dessus de la ligne de signature. Écoutez-moi bien, Phoenix, a-t-il dit, utilisant mon indicatif pour appuyer l'ordre. Robert va essayer de vous utiliser. Il va essayer de se servir de votre position comme d'un levier, pour se donner de l'importance.
Il va traiter cette opération comme une réception mondaine au country club. Thorne a signé le document avec un grattement d'encre sec et agressif. Il a fermé le dossier, et l'a fait glisser sur le bureau vers moi. Ne le laissez pas faire, a dit Thorne, ses yeux verrouillés sur les miens. C'est votre opération. Pas la sienne. Ne laissez pas vos obligations familiales compromettre ma mission. Me comprenez-vous? J'ai ramassé le dossier. Il me semblait plus lourd qu'avant. C'est très clair, monsieur. Bien, a dit Thorne. Rompez. Je suis sorti du bureau, en tenant les ordres signés. La chaleur du café et les rires dans la salle de repos, me paraissaient bien loin, maintenant. Thorne avait raison. J'avais bâti un sanctuaire ici. Un monde où j'étais respecté, où j'étais en sécurité, et Robert venait pour le détruire. J'ai marché vers les ascenseurs, ma prise se resserrant sur le dossier. Je ne le laisserai pas faire. C'était ma famille. C'était ma maison, et je la défendrais contre n'importe qui. Même contre mon propre sang. Les portes de l'ascenseur se sont refermées, coupant les rires de la salle de repos. Pendant quelques brèves minutes, au milieu de l'odeur de poulet frit et des plaisanteries de mon équipe, j'avais oublié. J'avais oublié qu'à l'extérieur des murs renforcés du Pentagone, se trouvait un homme qui considérait ma carrière, non pas comme un service rendu à mon pays, mais comme une opportunité de réseautage pour lui-même. La paix dans l'armée est un mythe. Mais d'habitude, la menace vient d'adversaires étrangers. Elle ne vient pas d'un iPhone vibrant dans votre poche. Buzz. Le son a brisé le silence du couloir comme une sirène d'alarme. Ce n'était pas un appel. C'était un déluge de notifications. J'ai sorti mon téléphone. L'écran était illuminé par une série de notifications provenant de mon application de messagerie personnelle, toutes liées au même expéditeur. Appelez Robert Rhett. Rhett. Mon estomac s'est noué. Il n'était pas censé m'envoyer de mails pendant mes heures de service. Et il n'était certainement pas censé utiliser mon email personnel pour quoi que ce soit lié au travail. J'ai déverrouillé le téléphone, et j'ai ouvert le premier message. Ma mâchoire me faisait littéralement mal, à force de serrer les dents. L'objet du message était écrit tout en majuscules, me hurlant dessus depuis l'écran. Ajustement tactique urgent pour Desert Hammer. Je me suis arrêté de marcher. Je suis resté là, au milieu du couloir, à fixer mon téléphone. Il avait envoyé cela sur ma boîte email civile, mais il avait mis en copie mon adresse militaire officielle non classifiée. Il venait d'enfreindre le protocole, avant même d'avoir fini sa première tasse de café. J'ai ouvert l'email. Il était formaté comme un manifeste. Pas de salutation, aucune courtoisie professionnelle. Juste des blocs de texte tapés dans une taille de police trop grande, avec des mots mis en majuscules au hasard pour insister. Lily, comment sait-il? J'ai examiné les dossiers préliminaires pour le déploiement. J'ai remarqué que tu as réglé la surveillance par drone sur un circuit d'attente à haute altitude. Mauvaise idée. À mon époque. Nous avions besoin d'avoir les yeux sur le terrain. Je veux que tu descendes l'altitude à 4500 mètres. Nous devons montrer à ces gens que nous ne plaisantons pas fait du bruit. Effraie-les. J'ai senti une bouffée de chaleur grimper dans mon cou. Ce n'était pas seulement de la gêne. C'était une horreur professionnelle. À son époque, les drones étaient des modèles réduits d'avions glorifiés, avec des caméras scotchées dessus. Aujourd'hui, les MQ-9 Reaper que je contrôlais étaient des moyens furtifs sophistiqués. Les faire descendre à 4500 mètres n'effraierait pas l'ennemi. Cela exposerait un équipement à 40 millions d'euros à des missiles tirés à l'épaule. C'était un suicide. C'était stupide. Et il mettait ça par écrit. J'étais sur le point d'appuyer sur « Supprimer » quand mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un appel. Papa. J'ai fixé le nom de l'appelant. Mon père ne m'appelait jamais pendant mes heures de travail. Il était terrifié à l'idée d'interrompre des affaires importantes. À moins, bien sûr, que les affaires importantes ne concernent Robert. J'ai glissé la barre pour répondre, m'écartant dans une alcôve tranquille près des toilettes. Capitaine Yates, ai-je répondu, gardant une voix sèche. Lily, a répondu mon père, la voix anxieuse et frêle. Dieu merci, tu as répondu. Ton oncle essaie de te joindre. Il dit qu'il t'a envoyé des instructions vitales, et que tu n'as pas répondu. Papa, ai-je dit, en me frottant la tempe.
Je suis au travail. Je suis au milieu d'une opération. Robert ne peut pas m'envoyer des emails avec des conseils tactiques. Il est consultant civil. Il n'a pas l'habilitation et, franchement, il ne sait pas de quoi il parle. Allons, Lily, a voulu m'apaiser mon père, utilisant le ton qu'il prenait quand j'étais adolescente, et que je refusais de porter une robe. Ne sois pas difficile. Robert essaie juste de t'aider. Il nous a dit au club hier, qu'il dirigeait pratiquement cette opération. Il a dit qu'il te laissait gérer la paperasse, pour que tu puisses te sentir impliqué. Se sentir impliqué. Les mots m'ont frappé comme une gifle physique. Je commandais tout l'appareil de renseignement du secteur. C'était moi qui gardais en vie les hommes du colonel Davis. Et Robert disait à toute notre famille élargie en Virginie, que j'étais sa secrétaire glorifiée. Il a dit à tante Martha que tu te contentais d'organiser ses dossiers, a continué mon père, inconscient du silence de mon côté. Il fait ça pour toi, ma chérie. Il veut que tu fasses bonne impression devant le colonel Davis. Écoute-le, d'accord? Réponds à son email. Dis, merci, oncle Robert. Ça ne va pas te tuer d'être poli. Je dois raccrocher, papa, ai-je dit, ma voix tremblant d'une rage contenue. Lily, promets-moi que tu ne feras pas d'esclandre. Nous avons une réputation. J'ai raccroché. Je n'ai pas balancé le téléphone. Je ne pouvais pas. Mais j'ai appuyé sur le bouton de fin d'appel avec assez de force, pour fissurer l'écran. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de retrouver le calme glacial de Phoenix 1. Ignore-le, me suis-je dit. C'est juste du bruit de fond. Concentre-toi sur la mission. Mais le bruit n'en avait pas fini. Ping. Un autre email. Celui-ci était marqué « Haute importance ». Je l'ai ouvert, l'appréhension s'accumulant dans mon estomac. Objet, changement d'horaire obligatoire. Lily, dis à Davis que je dois déplacer le briefing stratégique de vendredi à 8 heures. J'ai réservé un départ de golf au Army Navy Country Club pour 10 heures. Je veux emmener Davis sur le parcours de retour. C'est là que se concluent les vraies affaires. Ma chérie. Pas dans ta petite pièce sombre. Fais en sorte que ça se fasse. Oncle Bob. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les pixels commencent à se brouiller. Il voulait déplacer un briefing de stratégie de combat critique. Un briefing où nous devions déterminer les zones d'engagement pour 3000 soldats, parce qu'il voulait jouer au golf. Il voulait transformer une session de planification pour une zone de guerre, en une partie de léchage de bottes. Ce n'était plus seulement agaçant, désormais. Ce n'était plus seulement un problème familial. C'était dangereux. Robert considérait l'armée comme un country club. Il considérait le grade comme un statut social. Il considérait la guerre comme une toile de fond pour flatter son ego. Et il me considérait comme la bonne à tout faire, embauchée pour préparer les petits cadeaux de la fête. Si je déplaçais ce briefing, le colonel Davis perdrait un temps de préparation critique. Si j'abaissais ces drones, nous perdrions des moyens militaires. Robert n'était pas seulement une source d'embarras. Il était un fardeau. Il était un virus dans le système. Et si je ne le mettais pas en quarantaine, il allait faire tuer des gens. J'ai regardé le téléphone dans ma main. Il paraissait lourd, comme une grenade dont on a dégoupillé la sécurité. Pendant 32 ans, j'avais été la bonne nièce. Je m'étais assise à la table des enfants. J'avais souri quand ils m'insultaient. J'avais mangé le roast beef, et ravalé les insultes comme un mauvais médicament. Mais je n'étais plus à la table du dîner. J'étais au Pentagone. C'était mon terrain. C'était ma guerre. Je n'ai pas répondu à l'email. Je n'ai pas rappelé mon père pour m'excuser. J'ai mis le téléphone dans ma poche. J'ai lissé ma chemise d'uniforme, vérifiant l'alignement de mes boutons. J'ai levé la main et j'ai lissé une mèche de cheveux rebelles, la fixant fermement. Ma patience s'était évaporée. La tristesse que j'avais ressentie à l'idée d'être le mouton noir avait disparu, consumée par une clarté incandescente. J'ai tourné les talons, ma botte frappant le sol en linoléum avec une cadence aiguë et rythmique. Je ne retournais pas à la salle de repos. Je ne retournais pas au CIF. Je marchais droit vers le bureau du général Thorne. Robert voulait jouer à des jeux. Très bien. Mais il avait oublié une chose. Dans le jeu de la guerre, on n'envoie pas un golfeur combattre un phénix.
J'ai descendu le couloir à grandes enjambées, et pour la première fois de ma vie, je me fichais bien de faire un esclandre. J'allais tracer une ligne dans le sable, et je le mettais au défi de la franchir. Le couloir menant au bureau du général Thorne m'a paru plus long que d'habitude. Mais mes pas n'ont pas hésité. Par le passé, marcher vers une confrontation avec un officier supérieur, ou un membre de ma famille, m'aurait fait trembler les mains. J'aurais passé tout le trajet à répéter des excuses, à chercher un moyen d'atténuer le choc, d'être la bonne fille qui ne causait pas de problème. Mais Phénix 1 ne s'excuse pas pour protéger son périmètre. Je n'ai pas frappé timidement, cette fois-ci. J'ai frappé sur la lourde porte en chêne avec 3 coups secs et autoritaires. « Entrez » a tonné la voix de Thorne. Je suis entré. Le général se tenait près de la fenêtre, regardant la rivière Potomac. Il s'est retourné à mon entrée, et ses sourcils se sont légèrement levés. Il a dû voir le changement dans ma posture, la façon dont mes épaules étaient carrées, la façon dont ma mâchoire était serrée. Je ne portais pas de tasse de café, cette fois. Je portais une impression des emails de Robert. « Capitaine » a dit Thorne, sentant le changement d'ambiance. « Qu'avez-vous là ?» Je n'ai pas perdu de temps en mondanité. J'ai marché directement vers son bureau, et j'ai posé les papiers, les lissant à plat d'une main délibérée. « Mon général, je dépose un rapport officiel concernant une violation de la sécurité opérationnelle, et de la chaîne de commandement, par un consultant civil, ai-je dit. » Ma voix était stable, dépouillée de toute émotion. C'était la voix que j'utilisais lorsque j'autorisais une frappe. Thorne a pris les papiers. Il a mis ses lunettes de lecture, et a parcouru le premier email. Celui en majuscules exigeant que je baisse l'altitude des drones. Puis, il est passé au second, l'exigence de reprogrammer le briefing, pour une partie de golf. Son visage s'est assombri, les rides autour de sa bouche se creusant en un rictus de pur dégoût professionnel. Il veut déplacer le briefing de renseignement, a lu Thorne à voix haute, sa voix basse et dangereuse. Parce qu'il a réservé un départ de golf à Army Navy. Oui, monsieur, ai-je répondu. Et il tente de donner des ordres tactiques à des moyens en service actif, via des canaux non sécurisés. Il traite l'opération Desert Hammer comme un événement mondain. Thorne a jeté les papiers sur le bureau. Ils ont glissé sur le bois poli, s'arrêtant juste avant le bord. Il a enlevé ses lunettes, et s'est pincé l'arête du nez. Je vous avais prévenu qu'il était un politicien, a marmonné Thorne. Mais je ne pensais pas qu'il était stupide. Il m'a regardé. Je peux faire résilier son contrat d'ici la fin de la journée, Lily. Je peux demander à la sécurité de l'escorter hors du bâtiment. Il ne remettra plus jamais les pieds au Pentagone. C'était une offre tentante. Je pouvais y mettre fin tout de suite. Je pouvais le faire disparaître. Mais ensuite, j'ai repensé à la table du dîner. J'ai pensé à la carte, pour la stagiaire. J'ai repensé à la façon dont il m'avait présenté au colonel Davis, comme une œuvre de charité. Si Thorne le renvoyait discrètement, Robert ne ferait que réécrire l'histoire. Il dirait à tout le monde qu'il a démissionné, parce que l'armée était trop woke ou incompétente. Il jouerait au martyr. Il garderait toujours le contrôle du récit. Non, monsieur, ai-je dit. Thorne a eu l'air surpris. Non, si vous le renvoyez maintenant, il n'apprendra rien, ai-je poursuivi, la voix froide. Il doit comprendre que son grade est à la retraite, mais que le mien est actif. Il doit comprendre, très exactement, qui dirige cette opération. Thorne s'est adossé, un lent et sombre sourire s'étalant sur son visage. Il a croisé les bras. Qu'avez-vous en tête, capitaine? Le protocole exige un briefing final de préparation avant le déploiement, ai-je expliqué. Généralement, nous le faisons dans la salle de conférence. Mais puisque Monsieur Rhett affectionne tant le club des officiers de Virginie. Le sourire de Thorne s'est élargi. Il avait compris immédiatement. Vous voulez organiser le briefing sur son terrain, a demandé Thorne. Il veut du spectacle, monsieur. Je pense que nous devrions lui en donner un. Présence obligatoire. Uniforme de cérémonie complet. Tous les commandants d'unité présents, y compris le colonel Davis. Thorne a hoché la tête, une lueur d'approbation dans les yeux. Faites-le. Envoyez la convocation. Rappelez-lui à quoi ressemble une vraie chaîne de commandement. Phénix. Merci, monsieur. Je me suis retourné, et suis retourné à mon bureau.
Je ne ressentais plus la montée d'adrénaline. Je ressentais la concentration calme et terrifiante d'un prédateur qui a acculé sa proie. Je me suis assise à mon terminal, et j'ai ouvert le modèle officiel de mémorandum. Je n'ai pas écrit un email poli. Je n'ai pas demandé si l'heure convenait à son emploi du temps. J'ai tapé « Mémorandum pour le dossier ». Briefing de prédéploiement obligatoire. Lieu, Club des officiers de Virginie, salle de bal principale. Heure, 18h, dimanche. Uniforme, tenue de cérémonie. Présence obligatoire pour tout le personnel supérieur et les conseillers civils. J'ai ajouté une ligne spécifique en bas, surlignée en gras, toute absence sera considérée comme une rupture de contrat et un manquement au devoir. J'ai ajouté le colonel Davis à la liste de diffusion. J'ai ajouté le général Thorne. Et ensuite, j'ai ajouté Colrette, Robert Rett. J'ai fait planer mon doigt au-dessus de la touche entrée. C'était le moment. Une fois que j'aurais envoyé cela, il n'y aurait plus de retour en arrière. Je dévoilais publiquement son bluff. Je transformais son heure de mondanité en un tribunal militaire. J'ai appuyé sur envoyer. Je me suis adossé, et j'ai attendu. Cela a pris exactement 12 minutes. Mon téléphone personnel a vibré sur le bureau. C'était un SMS de Robert. Je l'ai pris, en m'attendant à de la colère. Je m'attendais à ce qu'il soit furieux que j'ai programmé une réunion obligatoire, un dimanche soir. Mais quand j'ai lu le message, un rire sec et sans joie s'est échappé de ma gorge. Bien reçu l'invite, ma grande. Bonne initiative. Le club apporte une touche de classe, bien mieux que ton sous-sol. Je m'assurerai que Davis sache que c'était mon idée. Porte quelque chose de joli. Peut-être cette robe rose que ta mère t'a achetée. Ne me fais pas honte devant les garçons. Il n'avait pas lu l'entête. Il n'avait pas vu « briefing obligatoire ». Il n'avait vu que le lieu. Il croyait que je me rendais. Il pensait que je jouais enfin à la bonne petite secrétaire, en réservant le lieu qu'il voulait, pour qu'il puisse tenir sa cour et raconter ses histoires de guerre. Il marchait droit vers un peloton d'exécution, et il s'arrêtait pour ajuster sa cravate, dans le reflet des canons des fusils. J'ai posé le téléphone. J'ai fixé l'écran noir, voyant mon propre reflet. Je n'ai pas vu la grande dont il parlait. J'ai vu une femme qui avait passé 10 ans à s'aiguiser pour devenir une arme, attendant une guerre qui, enfin, était arrivée jusqu'à elle. Un verset de l'école du dimanche est remonté des tréfonds de ma mémoire. Ma mère me le faisait réciter quand j'avais peur du noir. Aujourd'hui, il prenait une toute autre signification. J'ai murmuré les mots à la pièce vide, ma voix n'étant qu'un souffle. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Robert voulait une table. J'allais lui en donner une, et je lui servirais un plat qui le ferait s'étouffer. Le piège était tendu. L'appât avait été mordu. Tout ce qu'il restait à faire maintenant, c'était de le déclencher. Nous connaissons tous un Robert. Quelqu'un qui confond votre silence avec de la faiblesse, et votre patience avec de la soumission. Mais ils oublient toujours que la personne la plus silencieuse de la pièce, est souvent celle qui détient toutes les cartes. Si vous êtes prêt à voir le piège se refermer, si vous êtes prêt à voir l'arrogance se faire écraser par la compétence, cliquez sur ce bouton j'aime dès maintenant, et dites-moi dans les commentaires, je suis prêt. Entrons ensemble dans ce club des officiers. Le dimanche soir est arrivé avec une lourde et humide immobilité, qui pesait sur la Virginie comme une couverture mouillée. Je me tenais devant mon placard ouvert, fixant le cintre au centre de la penderie. C'était la robe que ma mère m'avait achetée pour Noël. Elle était, rose saumon, m'avait-elle corrigé, faite de mousseline de soie, avec un décolleté modeste et une jupe qui bruissait quand on marchait. C'était une robe conçue pour une garden party. C'était une robe conçue pour une femme dont le plus grand souci, était de savoir si la salade de pommes de terre contenait trop de mayonnaise. C'était la robe que Robert s'attendait à me voir porter. Porte quelque chose de joli, m'avait-il envoyé par texto. Ne me fais pas honte. Pour eux, joli signifiait doux. Ça signifiait docile. Ça désignait une femme qui se fondait dans le papier peint, pendant que les hommes parlaient de choses importantes. Mon téléphone a sonné, brisant le silence de mon appartement. J'ai regardé l'écran. Maman. Je savais exactement pourquoi elle appelait. Il était 16h30. Le briefing était à 18h. Elle vérifiait les préparatifs.
J'ai glissé le bouton de réponse. Bonjour, maman. Lily, ma chérie. Sa voix était haletante, nerveuse. Je voulais juste m'assurer que tu te préparais. Ton père et moi sommes déjà en route pour le club. Robert est avec nous en voiture. Il est de très bonne humeur. Je suis en train de me préparer, ai-je dit, les yeux toujours fixés sur la robe rose. Bien. As-tu défroissé à la vapeur cette robe saumon? Tu sais comme la mousseline se froisse facilement. Et s'il te plaît, Lily, mets un peu de rouge à lèvres. Peut-être cette teinte corail. Tu avais l'air si pâle la dernière fois. Elle a baissé la voix, comme pour partager une conspiration. Robert dit que le colonel Davis amène quelques-uns de ses officiers d'état-major. Des hommes célibataires, Lily. Des commandants. Ne serait-ce pas agréable de rencontrer quelqu'un qui comprend ton mode de vie, mais qui pourrait prendre soin de toi? Prendre soin de moi. Comme si j'étais un vase fêlé qu'il fallait recoller. Comme si je n'avais pas dirigé des équipes à travers des crises qui feraient pleurer ces commandants célibataires. Je serai prête, maman, ai-je dit, la voix plate. Je vous verrai là-bas. Ne prends juste pas cet air si sévère, ma chérie. Souris, pour l'amour de ton père. J'ai raccroché. J'ai regardé la robe rose une dernière fois. J'ai tendu la main et j'ai touché le tissu. C'était doux. C'était inoffensif. Si je portais ça, j'entrerais dans ce club, je m'assierais au fond, je boirais du thé glacé, et je laisserais Robert me présenter comme sa petite nièce, qui avait besoin d'un poste de réceptionniste. Je serais en sécurité. Je serais aimé. Je serais effacé. J'ai attrapé le cintre. D'un mouvement soudain et violent, j'ai poussé la robe rose tout au bout de la penderie. Les cintres se sont heurtés avec un cliquetis métallique, qui a résonné comme une épée que l'on dégaine. J'ai glissé la main au fond du placard, dans la section protégée par une housse à vêtements. Je l'ai dézippé. L'odeur m'a frappé instantanément. Un mélange d'amidon, de produits de nettoyage à sec, et quelque chose qui sentait le carburant d'avion brûlé et l'ozone. C'était ma combinaison de vol. De dotation standard. Versauge, résistante au feu, fonctionnelle. Il n'y avait rien de doux là-dedans. Elle était conçue pour vous maintenir en vie dans un cockpit, tout en encaissant 9G. Je l'ai sortie. Ce n'était pas un simple habillage. C'était un rituel. C'était comme enfiler une cotte de maille la nuit, avant de chevaucher pour aller affronter le dragon. Je suis entré dans la combinaison. Le tissu lourd a frotté contre ma peau. Rugueux, et rassurant. J'ai tiré la fermeture éclair sur le devant. Zip. Le son était net et définitif. J'ai vérifié le miroir. La ligne de ma tenue et l'alignement de ma fermeture éclair et de ma ceinture étaient parfaites. Je me suis assise au bord de mon lit, et j'ai enfilé mes bottes. Ce n'étaient pas les talons délicats que ma mère voulait me voir porter. C'étaient des bottes de combat, noires et lourdes, polies pour obtenir une brillance miroir dans laquelle on pouvait voir sa propre peur. Je les ai lacées serrées, tirant sur les cordons jusqu'à ce que le cuir grince. Puis venaient les détails. Les choses qui séparent un déguisement, d'un uniforme. J'ai pris mes insignes de grade. 2 barres argentées, capitaine. Je les ai épinglés sur mes épaules. Ils ont accroché la lumière de la fenêtre, brillant comme des étoiles froides. J'ai pris mon écusson patronymique, Yacht, je l'ai scratché sur ma poitrine gauche. Et enfin, l'écusson pour l'épaule droite. C'était un écusson circulaire, brodé de fils rouges et or. Au centre, se trouvait un oiseau mythique renaissant des flammes, les ailes grandes ouvertes dans un cri de défi. Au-dessus, l'indicatif, Phénix. Je l'ai plaqué sur le velcro. Scratch! Je me suis regardé dans le miroir en pied. La fille pâle et hésitante qui écoutait les conseils passifs-agressifs de sa mère, avait disparu. La stagiaire avait disparu. Celle qui me fixait en retour était une officière de l'armée de l'air des États-Unis. Mes cheveux étaient tirés en arrière, en un chignon serré et sévère, selon le règlement. Aucun cheveu rebelle, aucune douceur. Mon visage était débarrassé du rouge à lèvres corail. Je n'avais pas l'air jolie. J'avais l'air dangereuse. J'ai marché jusqu'à ma commode, et j'ai pris mes lunettes de soleil. Des lunettes d'aviateur classiques. Je les ai glissées sur mon nez. J'ai attrapé mes clés de voiture,
et le dossier contenant la convocation obligatoire. Je suis sorti de mon appartement, les talons de mes bottes frappant l'allée en béton, avec un bruit sourd et rythmique. Boum, boum, boum. Le trajet jusqu'au club des officiers de Virginie a pris 40 minutes. J'ai éteint la radio. Je ne voulais pas de musique. J'avais besoin de silence. J'ai roulé sur LIR 395, mains serrant dans la circulation. Mes mains agrippaient le volant à 10h10. Mon estomac faisait des sauts périlleux. Mon cœur martelait mes côtes, comme un oiseau piégé. J'étais terrifié. Soyons clairs. Je n'avais pas peur du combat. Je n'avais pas peur du colonel Davis. J'avais peur de lui. Robert avait été le géant de ma vie, depuis que j'étais enfant. Il était la voix forte à Thanksgiving qui couvrait celle de tous les autres. Il était la figure d'autorité qui me disait que je n'étais pas assez bonne, pas assez intelligente, pas assez forte. S'opposer à lui, c'était comme briser une loi de la physique. Cela semblait contre nature. En tournant sur l'allée bordée d'arbres du club des officiers, j'ai vu l'imposant bâtiment en briques, avec ses colonnes blanches et ses manucurées. Cela ressemblait à une maison de plantation. Cela ressemblait au quartier général du club des vieux garçons. J'ai garé ma berline entre une Mercedes et une Lexus. J'ai coupé le moteur. Le silence est revenu, assourdissant. Mes mains tremblaient, juste un peu. Un tremblement dans les doigts. J'ai fermé les yeux. J'ai repensé à l'histoire biblique que ma grand-mère me lisait. Pas le psaume 23 cette fois-ci, mais l'histoire du jeune berger. David ne portait pas l'armure de Saul. Elle était trop lourde. Elle ne lui allait pas. Il est allé au combat avec ceux qu'il connaissait. Une fronde, et 5 pierres lisses. J'ai baissé les yeux vers ma combinaison de vol. C'était ma fronde. La vérité dans ce dossier, c'était mes pierres. Tu n'es pas sa nièce aujourd'hui, ai-je murmuré au rétroviseur, en regardant mes propres lèvres bouger. Tu n'es pas la fille de John. Tu n'es pas la déception de Martha. J'ai pris une profonde inspiration, la retenant pendant 4 secondes, puis j'ai expiré pendant 4 secondes. Respiration tactique. Tu es phénixin, et tu as le feu vert pour engager. J'ai ouvert la portière de la voiture. L'air humide de Virginie m'a frappé, mais je n'ai pas transpiré. L'armure en Nomex m'enveloppait fermement. Je suis sorti. J'ai claqué la portière. J'ai ajusté mes lunettes de soleil, j'ai verrouillé la voiture, et j'ai entamé la longue marche vers les colonnes blanches de l'entrée. Je n'ai pas baissé les yeux. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai marché droit vers le géant, et j'avais ma pierre prête dans ma main. Les doubles portes du club des officiers de Virginie étaient en acajou massif, polies jusqu'à obtenir un éclat rougeâtre profond, qui reflétait la lumière dorée des lustres à l'intérieur. Elles étaient lourdes. Elles étaient conçues pour garder le monde à l'extérieur, et l'élite à l'intérieur. Je les ai poussées. Le son m'a frappé en premier, un mur de bruit. Le bourdonnement grave des rires d'hommes, le tintement sec des verres en cristal qui s'entrechoquent, le doux murmure du jazz jouant quelque part en fond sonore. Ça sentait l'eau de colonne onéreuse, le cuir vieilli, et l'odeur riche et savoureuse de la côte de bœuf. J'ai posé le pied sur l'épais tapis cramoisi. La pièce était un océan de smoking noir, d'uniformes de cérémonie bleu marine, et de robes de cocktail étincelantes. C'était un kaléidoscope de richesse et de statut. Et puis, il y avait moi. J'étais une tache vert sauge, dans une toile immaculée. Le tissu Nomex de ma combinaison de vol absorbait la lumière, plutôt que de la refléter. Mes bottes de combat faisaient un bruit sourd et lourd sur le sol. Un contraste saisissant avec le claquement des talons hauts, et le frottement des chaussures de ville. Des têtes se sont tournées. Des conversations ont vacillé. J'ai senti les yeux de la salle glisser sur moi. Certains confus, certains amusés, certains offusqués. Je n'ai établi aucun contact visuel. J'ai gardé le regard verrouillé sur le côté opposé de la salle de bal, où un grand groupe d'hommes était rassemblé près du bar ouvert. Je l'ai vu. L'oncle Robert tenait sa cour. Il se tenait au centre d'un cercle d'officiers. Une main dans la poche, l'autre gesticulant largement avec un verre de scotch. Il riait. De ce rire fort et retentissant, qui signalait toujours qu'il racontait une histoire où il était le héros. Mon père se tenait légèrement derrière lui, hochant la tête avec enthousiasme à tout ce que disait Robert. Ma mère était là aussi,
portant sa robe corail, regardant anxieusement vers la porte. J'ai marché vers eux. La foule a semblé s'écarter instinctivement. Non par respect, mais par pure confusion. Ils ne savaient pas ce que j'étais. Étais-je un pilote qui venait de s'éjecter? Étais-je perdu? Je me suis arrêté à 1 mètre du cercle de Robert. Et c'est là que j'ai dit au général, criait Robert. Si vous voulez que le travail soit bien fait, vous envoyez les poids lourds. Il a pris une gorgée de sa boisson et s'est tourné, m'apercevant. Son sourire ne s'est pas effacé. Il a caillé. Ses yeux m'ont scruté de mes bottes jusqu'à mes lunettes de soleil, et son expression est passée du triomphe à une irritation pure et sans mélange. Lily, a-t-il dit, la voix assez forte pour couvrir la musique de jazz. Tu es venu. Il est sorti du cercle, réduisant la distance entre nous. Il s'est penché, sa voix tombant à un murmure dur qui sentait le scotch et l'agacement. Mais qu'est-ce que tu portes, bon sang? Je t'avais dit de bien t'habiller. Tu as l'air d'une mécanicienne. J'arrive tout droit du service, ai-je dit, ma voix calme. Du service, a ricané Robert. Être assise dans un sous-sol n'est pas du service, ma grande. C'est du secrétariat. Il a soupiré, secouant la tête de manière théâtrale. Bon, tu es là, maintenant. Essaie de te rendre utile. Mon verre est vide, et le colonel Davis a soif. Va chercher un pichet d'eau et de quoi nous resservir. Peut-être que les barman penseront que tu travailles ici ce soir. Il s'est tourné de nouveau vers le groupe, me faisant signe d'avancer comme un accessoire. Messieurs, a annoncé Robert, rayonnant. Je veux vous présenter ma nièce, Lilian. Celle dont je vous parlais. Le cercle d'hommes s'est tourné pour me regarder. Parmi eux se trouvait un homme que j'ai reconnu instantanément d'après le dossier, le colonel James Davis. Il était plus petit que Robert, avec des cheveux grisaciers, et des yeux qui semblaient avoir vu des choses que Robert ne faisait que lire dans les livres. Il portait son uniforme de cérémonie bleu, la poitrine lourde de ruban. Lilian, a poursuivi Robert, en posant une main lourde sur mon épaule, m'écrasant de son poids. C'est une gentille fille qui essaie de trouver sa voie dans l'armée de l'air. J'essaie de lui obtenir un poste dans votre bureau extérieur, Davis. Vous savez, répondre au téléphone, classer des rapports. Elle a besoin d'une main ferme pour la guider. Robert a gloussé. C'est un peu un chantier, mais elle a de bonnes intentions. L'air de la pièce a semblé gelé. Le colonel Davis n'a pas ri. Il n'a pas souri. Ses yeux, qui étaient poliment ennuyés il y a un instant, se sont soudainement aiguisés. Il ne regardait pas mon visage. Il ne regardait pas Robert. Il regardait mon épaule droite. Le temps a semblé ralentir. Je pouvais entendre le cliquetis individuel de la glace fondant dans le verre de Robert. Je pouvais entendre l'inspiration coupée de ma mère, debout à 3 mètres de là. Le regard de Davis était verrouillé sur l'écusson rouge et or scratché sur ma combinaison de vol. Le phénix renaissant des flammes. Phénix 1. Le visage du colonel Davis s'est vidé de ses couleurs. Cela s'est produit instantanément, comme si quelqu'un avait retiré un bouchon. Sa peau bronzée est devenue d'un gris cireux et pâle. Ses yeux se sont écarquillés, les pupilles se dilatant sous le coup d'un choc authentique. Et puis, la reconnaissance. Il a regardé l'écusson, puis mon visage. Il a regardé les lunettes de soleil. Il a regardé l'insigne patronymique. Yates. Robert, a dit Davis. Sa voix n'était plus un murmure mondain. C'était un ordre. Retirez votre main d'elle. Robert a cligné des yeux, confus. Quoi, Jim? Je fais juste les présentations. J'ai dit, retirez votre main du capitaine, a aboyé Davis. Robert a reculé, comme s'il avait été brûlé. Il a fait un pas en arrière, la bouche grande ouverte. Le colonel James Davis, l'homme que Robert prétendait prendre sous son aile, l'homme qui commandait 3000 troupes au sol, a fait quelque chose qui a plongé toute la salle de bal dans le silence. Il a redressé sa colonne vertébrale. Il a réuni ses talons avec un claquement sec et distinct, qui a résonné sur le parquet en bois dur. Il a redressé les épaules, et il a salué. C'était un salut parfait, net. Le salut de respect absolu d'un subordonné envers un supérieur, dans la chaîne opérationnelle. Capitaine Yates, a dit Davis, la voix tremblant légèrement.
Je ne savais pas, le silence dans la pièce était absolu. L'orchestre de jazz avait cessé de jouer. Le tintement des verres avait cessé. Tous les yeux étaient fixés sur nous. Robert a regardé Davis, puis moi, un rire désespéré et confus bouillonnant dans sa gorge. « Jim, qu'est-ce que tu fais ?»« C'est juste Lily. »« C'est la stagiaire. » Davis ne l'a même pas regardé. Il a gardé les yeux verrouillés sur les miens, la main toujours levée en un salut. « C'est Phoenix, hein ?» a murmuré Davis. Ce nom portant un tel poids, qu'il a chassé l'erreur de la pièce. C'est le contrôleur de mission pour Desert Hammer. J'ai lentement levé la main, et j'ai rendu le salut. Net, sec, définitif. Colonel Davis, ai-je dit. Ma voix était basse, mais dans ce silence, elle a porté comme un coup de feu. Repos. Il a abaissé sa main instantanément sur le côté, restant au garde à vous. J'ai enlevé mes lunettes de soleil, les pliant lentement. J'ai regardé Robert. Il était pâle, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Il a regardé mon père, qui me fixait comme si je venais de me faire pousser des ailes. J'ai tourné le dos à Robert. J'ai fait face au colonel Davis. Colonel, ai-je dit, mon ton professionnel et froid. J'ai reçu un email troublant, concernant le briefing tactique de demain. J'avais l'impression que l'emploi du temps avait été modifié, pour s'accommoder d'une partie de golf. Davis a tressailli, la sueur perlant sur son front. Mon capitaine, on m'a dit par le consultant civil que vous aviez demandé ce changement. Que c'était une nécessité administrative. Je vois, ai-je dit, laissant les mots flotter dans l'air. Laissez-moi être clair, colonel. Mes appareils décollent à 6 heures. Vos hommes se mettent en route à 6h30. Il n'y a pas de partie de golf. Il n'y a pas de brunch. Il y a la guerre. Vos hommes sont-ils prêts à recevoir ma couverture? Où dois-je rediriger le soutien aérien vers une unité qui prend cela au sérieux? Nous sommes prêts, mon capitaine, a crié Davis, son entraînement militaire reprenant le dessus. Mes hommes sont préparés. Nous attendons votre feu vert. Nous bougeons quand vous dites de bouger. Bien, ai-je dit. Je me suis retourné vers Robert. Il rétrécissait physiquement. Il semblait devenir plus petit. L'arrogance, les fanfaronnades, la morgue du vieux copain. Tout cela s'était évaporé, ne laissant derrière lui qu'un vieil homme petit et effrayé, tenant un verre de scotch tiède. Robert, ai-je dit. Je ne l'ai pas appelé oncle. Je ne l'ai pas appelé colonel. Juste Robert. Je crois que vous devez aller chercher mon pichet d'eau. Il m'a regardé. Son visage est devenu d'un rouge foncé et marbré. Il a cherché du soutien autour du cercle, mais les autres hommes, les autres officiers, le regardaient avec des expressions allant de la pitié, au dégoût. Dans l'armée, usurper le mérite des autres est un péché. Mais revendiquer l'autorité sur l'opérateur qui protège votre vie, c'est impardonnable. Il n'a pas parlé. Il ne le pouvait pas, c'est bien ce que je pensais, ai-je dit. J'ai regardé Davis une dernière fois. Je vous verrai à 6 heures sur le canal sécurisé, colonel. Ne soyez pas en retard. Oui, mon capitaine. J'ai tourné les talons. Mes bottes de combat ont pivoté sur le tapis onéreux. Je me suis éloigné. Derrière moi, j'ai entendu le bruit d'un verre glissant de doigts engourdis, et se fracassant sur le sol. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Le phénix s'était envolé, et les cendres étaient déjà en train de refroidir. Le bruit du verre se fracassant contre le parquet, a semblé résonner pendant une éternité. C'était un point de ponctuation sec et violent, qui a mis fin à la phrase du règne social de Robert. Pendant un instant, personne n'a bougé. Le whisky a imbibé le tapis perçant onéreux, une tache sombre qui s'élargissait, reflétant la soudaine et vilaine tache sur la réputation de Robert. Robert a baissé les yeux vers le verre brisé, puis a levé les yeux vers le colonel Davis, puis autour du cercle d'hommes qui, il y a 5 minutes à peine, étaient pendus à ses lèvres. Son visage était un masque de déni désespéré et frénétique. Il a laissé échapper un rire, un son humide et haletant qui a grincé contre le silence absolu de la salle de bal. Jim, a balbutié Robert, en écartant les mains dans un geste de décontraction forcée. Allez, regarde ta tête. Tu prends ça trop au sérieux. J'étais juste. Je m'amusais un peu avec la fille.
Tu sais comment c'est la famille. Juste une petite pique pour l'endurcir. Il a regardé autour du cercle, ses yeux passant de visage en visage, implorant un allié. Implorant que quelqu'un, n'importe qui, sourie et le valide. N'est-ce pas, messieurs? C'est juste une blague. Lily sait que je plaisante. Dis-lui, Lily. Il s'est tourné vers moi, les yeux implorants. Pour la première fois de ma vie, j'y ai vu de la peur. Pas une peur physique. Mais la réalisation terrifiée d'un narcissique, qui sent que les projecteurs se détournent de lui. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas cligné des yeux. Je suis resté planté là, ma combinaison de vol sévère et imposante sur fond de smoking, le regardant s'effondrer. Le colonel Davis a fait un pas en avant. Il n'a pas crié. Il n'a pas perdu son sang-froid. Sa voix était calme, posée, et coupait l'air comme une lame de rasoir. Une blague, a répété Davis, le mot ayant un goût de poison dans sa bouche. Vous pensez que la chaîne de commandement est une blague, Robert? Non. De toute évidence, non. Vous ne l'avez pas présenté comme mon officier supérieur, a poursuivi Davis, la voix s'élevant juste assez pour porter jusqu'aux badauds qui se rassemblaient à proximité. Vous ne l'avez pas présenté comme un capitaine de l'armée de l'air des États-Unis. Vous l'avez présenté comme une stagiaire. Davis a pointé un doigt vers la poitrine de Robert. Ce n'était pas un contact physique, mais Robert a reculé comme s'il avait été frappé. Vous vous teniez là, a dit Davis. En buvant votre scotch, et vous avez sciemment humilié un officier supérieur devant ses subordonnés dans le feu de l'action. Nous appelons cela une conduite indigne. Nous appelons cela un manque de respect envers l'uniforme. Et franchement, Robert, ça me retourne l'estomac. Les mots ont flotté dans l'air. Conduite indigne. Dans le monde civil, les insultes ne sont que des mots. Dans la culture militaire qui imprégnait ce club, cette expression était une condamnation à mort. Cela signifiait que vous manquiez d'honneur. Cela signifiait que vous n'étiez plus l'un des nôtres. J'ai observé la réaction se propager dans la pièce. Les officiers debout près de Robert et des hommes avec qui il jouait au golf, avec qui il buvait, devant qui il se vantait ont commencé à bouger. Ils n'ont pas fait d'esclandre. Ils n'ont pas crié. Ils se sont simplement éloignés. Un commandant a vérifié sa montre, et a tourné le dos. Un lieutenant-colonel a pris le coude de sa femme, et l'a guidé vers l'autre côté de la pièce. Un groupe de sous-traitants, qui était impatient de serrer la main de Robert un instant plus tôt, a soudainement trouvé l'architecture du plafond fascinante. C'était une mise au ban sociale, froide, brutale, efficace. Robert s'est retrouvé seul au centre du cercle, les murs invisibles se refermant sur lui. Il a regardé mon père. John, a dit Robert, la voix brisée. Dis-leur. Dis-leur que je l'ai aidé. Mon père, John Yates. L'homme qui avait passé 60 ans à se cacher dans l'ombre de son frère, a regardé Robert. Puis, il m'a regardé. Il a regardé l'écusson phénix sur mon épaule. Il a regardé la façon dont le colonel Davis, un homme qu'il craignait et respectait, se tenait au garde-à-vous devant sa fille. Pour la première fois de ma vie, mon père ne s'est pas précipité pour arranger les choses. Il ne s'est pas excusé pour moi. Il a baissé les yeux sur ses chaussures, a pris une gorgée de son vin, et s'est détourné. Robert était abandonné. Il m'a de nouveau regardé. Lily. C'était le moment. C'était le moment que j'avais répété dans ma tête des milliers de fois, depuis que j'avais 16 ans. Je pouvais lui crier dessus. Je pouvais faire la liste de chaque insulte, de chaque anniversaire manqué, de chaque fois où il m'avait fait me sentir minuscule. Je pouvais hurler à propos de la carte de la stagiaire. Je pouvais exiger des excuses. Mais en le regardant en transpirant, le visage rouge, puant l'alcool rassis et le désespoir, j'ai réalisé quelque chose. Il n'était pas un monstre. Il n'était qu'un petit homme triste, qui devait écraser les autres pour se sentir grand. Et lui hurler dessus, ne ferait que me rabaisser à son niveau. Un phénix ne se bat pas contre un ver de terre. Il s'envole, tout simplement. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai regardé dans les yeux pendant une longue et lourde seconde. Je l'ai laissé voir la pitié dans mon regard. Je lui ai fait comprendre que son opinion n'avait plus aucune valeur dans mon monde. Puis, j'ai tourné la tête vers le colonel Davis. Nous avons beaucoup de travail à faire, colonel, ai-je dit. Allez vous reposer. Oui,
mon capitaine, a répondu Davis. Je me suis retourné. J'ai commencé à marcher vers les doubles portes. La salle était toujours bondée. Il y avait plus de 200 personnes dans la salle de bal. Habituellement, se frayer un chemin dans une telle foule oblige à zigzaguer, à esquiver, et à dire « excusez-moi » une douzaine de fois. Mais pas ce soir. Dès mon premier pas, la foule s'est écartée. Cela a commencé par les officiers près du bar. Ils m'ont vu arriver et ont reculé, créant un large couloir. Ensuite, les civils ont fait de même, sentant le changement de gravité. C'était comme la mer Rouge s'écartant pour Moïse. À ma gauche, je suis passé devant une table de jeunes lieutenants. Ils se sont arrêtés de boire, et se sont levés à mon passage. À ma droite, la femme d'un général a hoché la tête, dans un geste silencieux de respect. Il ne regardait plus la mécanicienne. Il regardait le contrôleur de mission. Il regardait la femme qui tenait la ligne de front. J'ai descendu cette allée de silence, mes bottes frappant le sol avec une cadence régulière et rythmique. Boum, boum, boum. Je ne me suis pas retourné pour regarder Robert. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement ce qu'il faisait. Il se tenait seul au milieu de la pièce, entouré de verres brisés et des restes en miettes de son ego. Tandis que le monde, qu'il croyait posséder, lui tournait le dos. J'ai atteint les lourdes portes en acajou. Je les ai poussées, et l'air frais de la nuit de Virginie s'est engouffré pour m'accueillir. Ça sentait la pluie et les aiguilles de pin, une odeur propre et fraîche. Je suis sorti sous le portique. Les lourdes portes se sont refermées derrière moi, scellant le bruit, le jugement, et la toxicité à l'intérieur. J'ai pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons de l'oxygène de la liberté. Mes mains ne tremblaient plus. La boule dans mon estomac avait disparu. J'ai marché jusqu'à ma voiture, le gravier crissant sous mes bottes. J'ai levé les yeux vers le ciel nocturne. Quelque part là-haut, à des milliers de kilomètres, mes oiseaux volaient. Et dans 6 heures, je les guiderais. Je n'étais pas une stagiaire. Je n'étais pas une nièce. J'étais phénixin. Et pour la première fois en 32 ans, je n'avais pas seulement un titre. J'avais la paix. 1 an plus tard, la lumière du soleil frappant mon bureau, n'était plus la lumière fluorescente et bourdonnante du sous-sol. C'était un vrai soleil, non filtré, affluant à travers une baie vitrée allant du sol au plafond. Elle offrait une vue panoramique sur la rivière Potomac, et sur l'aiguille blanche du Washington Monument, perçant le ciel bleu. Je me suis adossé à ma chaise ergonomique, prenant une gorgée de café. C'était un café torréfié corsé, fraîchement préparé dans la salle de repos au bout du couloir. Une salle de repos qui ne sentait pas l'ozone, ni la peur. J'ai levé la main, et touché le col de mon uniforme de service. Les barres argentées de capitaine avaient disparu. À leur place, trônaient les feuilles de chêne dorées de Major. Major Lillian Yates. Cela me paraissait encore surréaliste de le dire à voix haute. Dans l'armée, atteindre le rang d'officier supérieur est le point de bascule. Vous n'êtes plus seulement un opérateur. Vous êtes un leader. Vous façonnez les politiques. Vous façonnez l'avenir. L'année écoulée avait été un tourbillon. Après le succès de l'opération Desert Hammer, et les retombées calmes et brutales au club des officiers, ma carrière n'avait pas seulement avancé. Elle avait enclenché la post-combustion. Le général Thorne m'avait recommandé pour le cours de stratégie avancée. Le colonel Davis avait rédigé une évaluation de performance qui, littéralement, marchait sur l'eau. Mais le plus grand changement n'était pas le grade sur mes épaules. C'était le silence dans ma tête. Pendant 33 ans, mon monologue intérieur avait été une boucle constante de doutes, alimentée par les voix de mes parents et de mon oncle. Tu n'es pas à la hauteur. Tu es trop dur. Tu es une stagiaire. Tu es une déception. Aujourd'hui, le silence était paisible. C'était le silence d'une maison qui avait enfin été nettoyée de tous ses fantômes. Mon téléphone a vibré sur le bureau en acajou, bourdonnant contre le sous-verre. J'y ai jeté un coup d'œil. Nouveau message, Robert Rett. Je n'ai pas tressailli. Mon rythme cardiaque n'a pas grimpé. Mon estomac ne s'est pas noué. J'ai simplement posé ma tasse de café et pris le téléphone, balayant l'écran pour le déverrouiller. Robert ne m'avait pas envoyé de SMS depuis 6 mois. Aux dernières nouvelles, l'entreprise de défense avait discrètement refusé de renouveler son contrat de consultant.
Une restructuration, disait-il à DC. C'est le code poli pour dire « vous êtes radioactif ». La machine à rumeurs, qui va plus vite que n'importe quel drone, a confirmé qu'il avait été lentement, mais sûrement, évincé du circuit mondain. Les départs de golf à Army Navy étaient plus difficiles à obtenir. Les invitations à dîner se sont taries. Quand vous perdez votre honneur dans cette ville, on ne vous crie pas dessus. On vous efface, tout simplement. J'ai ouvert le message. Emma Grande. J'ai vu l'annonce dans l'Air Force Times. Major. Ouah, c'est pas rien. La famille se réunit pour un barbecue ce dimanche. Ta mère m'a dit que tu étais très occupé, mais tu devrais venir. Ça fait trop longtemps. On devrait enterrer la hache de guerre. La famille, c'est la famille. N'est-ce pas? Oncle Bob. J'ai fixé les mots. 1 an plus tôt, ce texte m'aurait fait plonger dans une spirale. J'aurais analysé chaque mot. Le pensait-il vraiment? Était-il désolé? Devrais-je y aller juste pour préserver la paix? Mais aujourd'hui, je le lisais avec le détachement clinique d'un officier du renseignement, analysant un élément de propagande de bas étage. J'ai décortiqué les sous-entendus. Il n'avait pas dit « je suis désolé ». Il ne reconnaissait pas l'humiliation au club. Il ne s'excusait pas pour les emails, le manque de respect, ou les années à m'avoir rabaissé. Au lieu de cela, il utilisait les vieilles techniques d'accroche. Ma grande, une tentative subtile de rétablir sa domination, de me rappeler que j'étais toujours une enfant à ses yeux. La famille, c'est la famille, l'atout ultime de l'abuseur. L'exigence d'une loyauté inconditionnelle, en échange d'un amour conditionnel. Il ne me tendait pas la main parce que je lui manquais. Il me tendait la main parce que j'étais major, maintenant. J'étais une étoile montante. Et Robert était un homme qui se noyait dans l'obscurité, cherchant un canot de sauvetage auquel s'accrocher. Il voulait se tenir à côté de moi lors d'un barbecue, pour pouvoir dire à son cercle d'amis de plus en plus restreint, vous voyez? C'est moi qui lui ai appris tout ce qu'elle sait. Il voulait voler ma gloire, une dernière fois. J'ai regardé le curseur clignoter dans la boîte de réponse. Je pouvais taper une réponse furieuse. Je pouvais lui dire exactement où il pouvait se le carrer, son barbecue. Je pouvais lui dire que je savais qu'il avait été renvoyé. Qu'il était la risée de tous. Mais ensuite, j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la haine. C'était de la pitié. J'ai ressenti une profonde et immense tristesse pour lui. C'était un homme qui avait passé 63 ans à construire un monument à sa propre gloire. Seulement pour réaliser qu'il était fait de papier mâché. Il avait couru après le grade et le statut toute sa vie, mais il n'avait personne qui le respectait vraiment. Il n'avait pas d'équipe. Il n'avait pas de famille de cœur. Il avait juste un calendrier vide, et un téléphone qui ne sonnait plus. Il était petit. Et il devenait chaque jour plus petit, dans le rétroviseur de ma vie. Le combattre n'était plus nécessaire. On ne se bat pas contre un fantôme. On passe simplement à travers lui. Je n'ai pas tapé de réponse. Je ne l'ai pas bloqué non plus. Bloquer quelqu'un, implique qu'il a toujours le pouvoir de m'agacer. Au lieu de cela, j'ai posé mon pouce sur le message, et j'ai glissé vers la gauche. Une case grise est apparue, avec le mot « archivé ». J'ai tapoté dessus. Le message a disparu de ma boîte de réception. Classé dans l'éther numérique. Loin des yeux, loin du cœur. Stocké dans les congélateurs de l'histoire, là où était sa place. J'ai posé le téléphone face contre le bureau. Major Yates. J'ai levé les yeux. Sarah, désormais le capitaine Sarah Miller, se tenait dans l'encadrement de ma porte. Elle tenait une tablette et souriait à pleines dents. L'équipe va à la cantine. Mike dit que si vous ne venez pas, il va raconter à tout le monde la fois où vous avez essayé de chanter Bohemian Rhapsody au karaoké. J'ai ri. C'était un vrai rire, un rire franc qui venait du ventre. Il n'oserait pas, ai-je dit, en me levant et en attrapant ma casquette. Essayez-le pour voir, l'a défié Sarah. Il se sent courageux aujourd'hui. J'ai contourné le bureau, les talons de mes chaussures cirées claquant sur le sol. J'ai regardé Sarah, avec ses yeux brillants et son sourire sincère. J'ai pensé au général Thorne, qui m'avait envoyé une bouteille de bon scotch, du vrai scotch quand j'avais reçu mes insignes de major. C'était ça.
C'était la table qui avait été dressée pour moi. Pas celle que Robert voulait mettre en place, mais celle que j'avais construite moi-même. Planche par planche, victoire par victoire. Allons-y, ai-je dit. Je meurs de faim. Je suis sorti du bureau, laissant le téléphone sur le bureau. Je n'ai pas jeté un dernier coup d'œil à la vue sur le monument. Je n'ai pas regardé le message archivé. J'ai rejoint le couloir avec mon équipe. Ma famille. Le phénix avait rejailli de ses cendres, fort et doré. Et en regardant le long corridor vers l'avenir, j'ai réalisé la plus importante de toutes les vérités. Le ciel est infini, et il n'y a absolument aucune place pour les gens qui essaient de vous tirer vers le bas. Merci d'avoir marché sur ce chemin avec moi. J'ai partagé mon histoire non seulement pour démasquer Robert, mais pour vous rappeler que votre valeur n'est pas définie par l'incapacité de quelqu'un d'autre à la voir. Si vous êtes encore dans votre propre sous-sol en ce moment, continuez à travailler. Votre heure approche. Si cette histoire vous a donné de l'espoir, cliquez sur j'aime, et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide à partager plus de voix qui ont besoin d'être entendues. Et je veux vous entendre. Avez-vous déjà eu à couper les ponts avec un membre de votre famille, pour sauver votre propre tranquillité d'esprit? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Je vous lirai. Restez fort.